Salut Mathieu, ça va? Ouais, ça va et toi? Bon, t'as un truc en moins, Mathieu, Ah, c'est que t'as pas de thé. T'en as qu'un seul, toi, si j'ai bien l'impression, mais bon. ouais, j'ai pas été C'était gâté alors, par mes parents. vous m'excuserez, et tu m'excuseras de cette fameuse blague entre les Mathieu qui est vraiment nulle, Oui, mais voilà, mais bon, il faut qu'on. ouais, Tu vois, on a un peu le truc de bro. Ouais, Mathieu, bon, ouais, t'es un bro, mais presque bro, mais ouais, pas tout à fait. c'est ça. Voilà. Bon, Mathieu, on va parler d'un truc très cool aujourd'hui, et à la fois qui peut paraître très chiant. Ouais, Parce que tu te dis, bon, le stablecoin, ouais, puisque c'est le sujet du jour, moi, l'image que j'en ai, c'est bon, ben, il y a de l'euro, il y a du dollar, il y a du yen, je sais pas, enfin, toutes les monnaies que tu veux. Euh, et puis, on fait une crypto qui est adossée à, ce, à cette monnaie hmm, et qui tient à peu près, enfin, quasiment exactement même le cours, quoi. ouais, Donc, quel intérêt, tu vois, tu sais un peu l'idée, on est, ouais. on est d'accord. De prime abord, c'est vraiment un sujet potentiellement très très relou. Et puis j'ai rencontré Mathieu Charret, qui est le fondateur du livre Essai, Ouais. et puis il m'a dit mais non, c'est pas si relou que ça. Alors on va aller creuser un petit peu ça. En plus, nous on a eu cet échange il y a quelques semaines. Maintenant, avec ma mémoire de moineau, c'est déjà parti bien loin. Non, ça va, j'en ai quelques résidus. Mais donc, avant qu'on rentre à fond dans le stablecoin, tu m'expliques déjà ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut s'enrichir avec du stablecoin. Pas le temps. Explique-moi pourquoi tu es legit à Ouais, me parler de stablecoin. ouais, ça marche avec plaisir. Bah déjà, je voulais te remercier pour l'invitation. Moi, j'écoute énormément déjà la Martingale. Trop bien. Je trouve que c'est une des émissions qui aide énormément à permettre aux Français de s'acculturer sur le sujet de la finance. Et je trouve que ça amène beaucoup de valeur parce que c'est l'une de mes frustrations dans la vie. Je pense qu'on aurait dû, depuis tout petit, finalement, découvrir la place de l'argent dans la vie. Et je trouve que la Martingale aide à combler, on va dire, ce gap qu'il pourrait y avoir. Merci. Et si tu me permets, je te remercie. Déjà, ça me touche. Et ce que j'essaie de faire passer comme message dans la martingale, c'est pas du tout que l'argent doit passer au-dessus de tout, parce que c'est pas du tout ce que je pense. En revanche, tu dois maîtriser et comprendre les flux financiers et l'argent si tu veux être libre Mm. dans la vie, si tu veux être un bon entrepreneur, évidemment, Mm. mais une bonne mère, un bon père, quelqu'un qui peut accompagner les gens autour de soi, avoir de l'impact, il faut avoir de l'argent. Ouais, j'en suis convaincu aussi. Ouais. Et pour moi, c'est vrai que j'ai toujours vu l'argent comme un vecteur de liberté, donc je te rejoins complètement sur le discours. Très cool. Dans Bah, quelle mesure je vais pouvoir utiliser mes stablecoins alors que je ne l'ai pas encore? En fait, les stablecoins, ils vont avoir une utilité différente pour pas mal de gens. La première utilité, la plus connue, et je pense que c'est vraiment sa raison d'être, c'est que les gens ont commencé à acheter des cryptos. Et après, quand ils voulaient sortir du monde de la crypto, donc vendre leur bitcoin par exemple, quand ils étaient satisfaits des plus-values générées, etc., on s'est retrouvé dans une situation où ils étaient obligés d'avoir un événement fiscal dans beaucoup de pays. Et en fait, le stablecoin est Ça veut venu. dire que tu étais imposé. Ouais, c'était Ok. imposé. En France, par exemple, c'est 30%, c'est la flat tax. Hmm. Mais sauf que pour des gens dont on va dire, les actifs en crypto peuvent représenter même la totalité du patrimoine, la flat tax, ça peut faire assez mal. Je vais essayer de prendre un exemple, hein, Mm. donc, tu as beaucoup, beaucoup de crypto. Ouais. Pour certaines personnes, vont avoir beaucoup de crypto. Dès que tu sors du monde virtuel de la crypto, Mm. dès que tu le repasses dans le monde entre guillemets, même si je sais pas à quel point c'est réel, mais en tout cas de l'argent concret, des euros ou des dollars par exemple, l'État va te dire hop, 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 là tu es revenu chez nous, donc là je vais te prendre 30%, Mm. là, ce qu'on appelle la flat tax. 30% des plus-values. Ouais. Donc tu es parti, t'es rentré dans le monde des cryptos avec, si tu es riche, avec 1 million. Mm. Tu ressors un an après avec 1,5 million, on va te dire 150 000 euros, donc 30% de 500 000 que tu as gagné, c'est pour moi. Ouais. Ok. L'année d'après, tu reviens avec ton million, Mm. euh, tu perds 300 000. Mm. On va pas te dire, tiens, Non. mais attends, tu as perdu 300 000, donc je vais te rendre 30% de 300 000, Mm. 100 000. Non, non, non. Donc, du coup, il y a un moment où, comme ce sont des endroits c'est un endroit, l'univers de la crypto, Mm. qui est très volatile, bah, des années, tu te fais éclater littéralement par les impôts si tu ressors tous les ans. Et l'année d'après, on ne te rembourse pas l'argent. Et Mm. donc, si tu repasses de 700 000 à 1 million, là, tu vas regagner 300 000, on va te prendre 100 000. Donc, vaut mieux rester, si je comprends bien, dans un univers de crypto avec des monnaies, des stablecoins Mm. qui vont te permettre de ne pas en sortir. Ouais. Très bien Est-ce résumé. que, juste pour bien comprendre, aujourd'hui, avec les déclarations qu'on doit faire à l'État sur les cryptos, Mm.
même dans l'univers crypto, je ne dois pas quand même déclarer mes plus-values, mes moins-values. Est-ce que si je garde mes bitcoins et que mes bitcoins ont fait x3, je ne vais pas quand même me retrouver à payer 30% de plate tax, même si je ne sors pas de l'univers? Alors ça a été une discussion pour la loi finance 2025, mais finalement ça n'est pas passé. Et donc du coup on est resté dans le modèle où il faut absolument convertir dans les monnaies fiduciaires, donc l'euro classique, Ok. nos bitcoins pour pouvoir avoir l'événement fiscal et donc l'imposition. Ok. Mais sinon pour les sociétés c'est un petit peu différent parce que là on va être plutôt imposé à l'IS et là ça va rentrer dans les plus-values latentes, etc. Mais par contre ce sera un peu déductible comme charge financière aussi si jamais ça se passe mal. Très intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire que les stablecoins, tu vas m'expliquer la suite, hein, mais est-ce que ça veut dire que c'est réservé à ceux qui ont beaucoup d'argent et qui vont faire des plus-values, ou est-ce que ça peut m'intéresser même si je mets 500 euros, 200 euros dans les cryptos? Mais alors, justement, le premier événement, ça a été ça. C'était pour éviter, je pense, l'imposition et pouvoir rester dans l'écosystème de la crypto sans faire des allers-retours tout le temps parce que ça engendre aussi des frais. Mais le deuxième, on va dire, le deuxième élément qui est né dans un second temps, ça a été la possibilité de bloquer des bitcoins pour pouvoir emprunter et payer ses factures. Et moi, je pense que les euros, les dollars sont des monnaies globalement inflationnistes, et donc c'est des monnaies qui visent à être dépensées pour les dépenses du quotidien. Donc je pense que le stablecoin, euro, dollar, yen, etc., en fait, n'a d'autre intérêt que le même intérêt que la monnaie fiduciaire traditionnelle. Et donc en fait, ce que va permettre le Bitcoin notamment, c'est de bloquer ces Bitcoins et pouvoir emprunter des stablecoins pour pouvoir les dépenser dans le quotidien, etc. Moi par exemple, j'ai financé une partie de ma société comme ça, parce que c'est vrai que j'ai pas répondu à ta question tout à l'heure. J'allais y revenir. Mais moi j'ai créé une société d'investissement dans les cryptos et de placement de trésorerie. Donc ça c'est le livret C. Ouais, qui s'appelle mon livret C exactement. Okay. Et en bloquant des cryptos, en fait, je me suis sur ce qu'on appelle des plateformes de prêt, des protocoles de prêt. En fait, on peut bloquer en collatéral des bitcoins pour pouvoir emprunter par exemple des stablecoins. Donc, ouais. T'as un bitcoin, 100 000 euros. J'ai un bitcoin. Tu vois, environ, voilà, 100 000 euros. Tu vas le bloquer. Ouais. Donc tu vas dire, voilà, moi je mets mon bitcoin là, je le mets sur votre plateforme, il m'appartient toujours. Oui. Mais il est chez vous, on dit en custody, c'est ça un peu, enfin il est chez vous, t'as plus le droit d'y toucher, c'est ça, enfin tu peux plus le revendre à quelqu'un, il est bloqué vraiment. Oui, il est bloqué, tu le mets en collatéral en fait. Ouais. C'est dans le monde de la finance traditionnelle, ça s'appelle un prêt lombard, Okay. Ça se fait assez peu en France, mais à l'étranger ça se fait un peu. Donc là c'est bloqué, et là on va te donner 100 000 euros. Oui. En stablecoin ou en cash? Alors, ça va venir en stablecoin et globalement, en fait, on va pas vendre directement 100 000. On va nous prêter, on va dire, 70 000. Parce que l'idée, c'est que si jamais le prix du Bitcoin diminue, il faut pouvoir vendre les Bitcoins pour pouvoir rembourser l'emprunt. Et donc, ce protocole de prêt te permet de faire ça et d'être... la logique, c'est que si tu ne te fais pas liquider, donc si on vient jamais saisir ton collatéral en Bitcoin, tu peux toute ta vie en fait bloquer un peu plus de Bitcoin et payer tes factures avec. C'est un peu ce que par exemple Elon Musk fait avec Tesla. Il vient mettre en garantie ses actions Tesla pour derrière pouvoir payer ses factures, vivre sa vie de milliardaire. D'accord, ouais, parce que ces actions Tesla, comme il ne peut pas les vendre, Tesla il ne peut pas forcément les vendre, il est bloqué, il va dire elles sont là. En échange de ça, tu me donnes un peu moins. Donc, il y a quand même un coût à ça. Quand tu bloques ton Bitcoin pour un stablecoin, c'est pas gratuit. Non, c'est assez cher même. Et en fonction des périodes, ça va, on va dire, osciller entre peut-être 3% à 3% 25, par an. Ouais, à 25-35% par an. Mais en fait, les gens acceptent de payer ça parce qu'ils pensent souvent que le Bitcoin peut faire encore plus de performance. Donc c'est-à-dire que si tu penses que le Bitcoin va faire 100% cette année, bon bah tant pis, tu vas même essayer de faire ce qu'on appelle du levier, donc emprunter davantage de Bitcoin sur tes Bitcoins existants pour pouvoir essayer de maximiser un petit peu ta performance. Donc attends, je reprends. Ouais. Tu mets ton Bitcoin à 100 000 euros, tu le prêtes, tu achètes un Bitcoin avec le prêt à 100 000 euros. Le Bitcoin passe à 200, par exemple. À la fin, tu revends ton Bitcoin que tu as acheté avec le deuxième Bitcoin. Donc, tu rembourses 100, il y a moins les intérêts, et tu récupères les deux. Donc, tu as l'équivalent de 200 pour le premier Bitcoin, puisqu'il est passé de 100 à 200, plus 100 que tu as gagné sur le deuxième. Donc, à la fin de l'année, au lieu d'avoir 200, ton premier Bitcoin qui est passé de 100 à 200, tu vas avoir ton premier Bitcoin qui est passé de 100 à 200 et les 100 que tu as gagné sur le deuxième. C'est un peu ça l'idée, mais en fait, je vais peut-être réexpliquer le principe
du protocole de prêt, le prêt lombard, si ça te va, pour Vas-y. expliquer un peu mieux comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est que je vais, en fait, moi, par exemple, emprunteur, je vais venir bloquer mes bitcoins et je vais pouvoir les emprunter du dollar. Mais il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui vienne prêter du dollar. Et c'est là où les stablecoins vont être intéressants. Et nous, les clients de mon livret C aujourd'hui viennent prêter du dollar à ces gens souvent qui veulent soit payer leurs factures en bloquant du bitcoin, soit s'exposer davantage au bitcoin. Donc, Et tes clients, ils te prêtent du dollar ou de l'euro, Oui. par exemple, mais Oui. du vrai dollar, monnaie fiduciaire. Exactement. Exactement. Ok. S'ils ne sont pas forcément exposés aux cryptos, ils arrivent, ils Non. disent ok. Ouais, moi, la majorité de mes clients aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas réussi à sauter le pas, qui n'ont pas eu le temps, qui ont eu peur de l'écosystème, et je pense à raison, parce qu'il y a plein de bonnes raisons d'en avoir peur. Et la deuxième typologie de clients, c'est des clients qui sont dans les cryptos depuis longtemps, mais qui n'arrivent pas à gagner de l'argent, ou qui ont pris ce que j'appelle des portes de saloon un peu régulièrement. Et ça, malheureusement, il y en a quand même pas mal. J'aime bien la porte de saloon, Ouais. l'image. Ok, très bien. Et donc, du coup, mes clients en fait arrivent en euros, en dollars. On leur fait convertir les fonds directement en stablecoin. Et en fait, on va venir prêter de l'argent. Enfin, on a deux stratégies, mais le prêt fait partie d'une des stratégies qu'on utilise pour générer du rendement en stablecoin. Et on va prêter de l'argent à ces emprunteurs et ils vont pouvoir emprunter du dollar et parfois acheter avec ce dollar du bitcoin. Et ça fait ce qu'on appelle de l'effet de levier. Donc, c'est que ça va leur permettre de s'exposer davantage encore aux cryptos. Alors, je reprends encore une fois. Je suis là avec mon bitcoin. Ouais. Je viens te voir. Toi, tu es mon livret C. Oui. Je te dis, je voudrais avoir de l'argent réel, en tout cas du stablecoin, mais adossé à tout ça. Donc, je te mets en custody. Il y a un terme de custody en français, non C'est la conservation. Ouais. Mon bitcoin, j'ai plus le droit d'y toucher. Là, il n'est pas à toi, il est à moi, mais il est chez toi. Donc, tu peux en faire ce que tu veux. On va dire que si jamais il redescend à 70, toi, tu peux le revendre pour récupérer les 70, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, à ce moment-là, qui perd les 30? Alors, ceux qui vont perdre les 30, c'est l'emprunteur. C'est celui moi. qui a. Ouais, exactement. Oui, ok. Donc, moi, en fait, mon client, enfin, la force des clients de mon livret C, c'est que nous, on n'est jamais engagé dans le marché avec les stablecoins. Donc, on a aussi une activité d'investissement, on va dire, plus spéculatif, mais dans la logique stablecoin, il n'y a jamais d'engagement de ce côté-là. Donc, en fait, le client vient, prête de l'argent, et si demain le bitcoin redescend à 70, eh bien, en fait, on va automatiquement vendre les bitcoins pour rembourser le client. C'est sûr que moi, en effet, tu m'as donné, j'avais oublié ça tout à l'heure, j'ai pris un exemple où je reprenais 100, mais non, je prends pas 100, tu m'as donné 70. Donc, comme tu m'as donné que 70, à partir du moment où on arrive aux 70, ben, moi j'ai perdu. J'ai toujours mes 70, mais j'ai perdu les 30. Oui. Et toi, tes clients, ils récupèrent leur argent. Et ils ont un rendement qui est tout le temps, qui varie tout le temps, en fait, de 3 à 25%. Exactement. En fait, globalement, moi, ce que je vois sur le marché, c'est que les rendements sur les stablecoins qu'on va être capable de générer va dépendre du niveau de spéculation qu'il peut y avoir. Donc, si les gens pensent que le Bitcoin va s'envoler, les gens vont être prêts à payer très cher pour pouvoir emprunter du stablecoin. On va se retrouver dans des rendements de 10, 15, 20%. L'année dernière, par exemple, on fait 20% net de frais de gestion sur des stablecoins en euros et en dollars. Donc, c'est quand même assez incroyable. Et si les gens, quand le marché se retourne et que c'est l'inverse, il se passe quoi? Et bien justement, les rendements vont souvent diminuer, mais là va venir une autre stratégie qu'on utilise aussi beaucoup chez mon livret C, qui s'appelle le market making en anglais, mais c'est le fait en fait de fournir de la liquidité pour générer du rendement. Donc par exemple, je vais amener un stablecoin dollar et un stablecoin euro, et à chaque fois que les gens vont vouloir faire des échanges entre les deux, eh bien ils vont laisser des frais de transaction. Et nous, on va se rémunérer du coup avec ces frais de transaction, et c'est ça qui va faire qu'on va réussir à générer un petit peu de rendement. Et donc ça marche très très bien dans les périodes de forte volatilité. Et c'est vrai que je pense que ces deux stratégies sont encore là pour durer pour quelques années, parce que d'une part, le Bitcoin à mon avis n'a pas fini son envolée, ou en tout cas on n'est pas au niveau de maturité qu'on pourrait attendre de ce marché, et d'autre part il y a toujours beaucoup de volatilité, et donc ça permet de... Ok. Toi tu fais ça sur mon livret C, donc tu fais que ça? Alors on fait ça, et on fait aussi de l'investissement dans les cryptos de manière générale, et l'idée c'est de fournir un cadre un peu sain pour permettre aux gens d'investir comme il faut dans les actifs numériques. Et je peux le faire sans toi? Je veux dire, si je veux, je vais sur Coinbase, Kraken, je sais pas, toutes les plateformes là. J'achète mes bitcoins et je peux à un endroit dire tiens,
je vais emprunter, je vais prêter, je veux du stablecoin, tout ça facilement, c'est compliqué? Ouais, c'est pas simple. En fait, on va en effet passer par des plateformes comme tu as mentionné, Kraken, Binance, Coinbase, qui sont des sociétés qui vont nous permettre de convertir les fonds directement enfin, les monnaies euros, monnaies fiduciaires traditionnelles, directement en crypto. Et une fois qu'on a notre crypto, là, pour le coup, ça va devenir un petit peu plus technique. Je m'explique. Ça devient un peu plus technique parce qu'on va devoir retirer sur ce qu'on appelle une blockchain, donc type Ethereum, Bitcoin, des choses comme ça. Et en fait, sur ces blockchains, on va aller sur ce qu'on appelle des protocoles de prêt, etc., pour commencer à mettre en place ces stratégies. Et ce qui peut être intéressant de mentionner, je pense, c'est le modèle de... Comment dire, le modèle sur lequel reposent les stablecoins, c'est ce qu'on appelle les contrats intelligents, les smart contracts. Et en fait, le principe d'un smart contract, c'est le suivant, c'est que là où Bitcoin a permis aux gens d'envoyer de l'argent en pair à pair, moi par exemple Mathieu, je peux t'envoyer un Bitcoin directement, et le monde entier d'une certaine façon peut le savoir s'ils connaissent mon adresse, enfin mon identifiant numérique entre guillemets, et une fois que je t'ai envoyé un Bitcoin, d'une certaine façon, l'opération elle est faite, il se passe plus grand chose. Ouais, c'est passé de Mathieu à Mathieu, et puis voilà. Exactement. On a perdu un thé au passage, c'est tout. Il est lourd, elle était belle. Elle était belle. Franchement, je m'y attendais pas, elle était belle. Et le deuxième événement, en fait, c'est que en 2014, Ethereum arrive et crée justement cette notion de smart contract. Et pour la première fois de l'histoire des cryptos, on est capable de conditionner l'échange. Donc, c'est-à-dire que je peux t'envoyer... Comme on le disait tout à l'heure, moi, en fait, techniquement, tout le monde pense que le Bitcoin ou l'Ethereum, peu importe, mais m'appartient. En fait, il est en custody chez toi, donc il m'appartient plus vraiment. C'est ce que tu dis là? Alors, non, okay. Pas tout à fait. Continue alors, pardon, et puis on y reviendra. Ouais, exactement. En fait, là, on a expliqué un peu les principes tout de suite pour expliquer comment générer du rendement. Là, je voulais revenir un petit peu sur le sous-jacent, qui explique un petit peu la techno qu'il y a derrière, parce que ça nous aidera à mieux comprendre un petit peu la suite. Donc, vous notez smart contract, le smart contract, le contrat intelligent. Ouais, exactement. Et donc, en fait, ce smart contract a été créé par Ethereum et va permettre de rajouter des conditions à mon envoi d'argent. Donc, je peux maintenant t'envoyer de l'argent, par exemple, si j'ai raté mon avion ou si j'ai reçu une voiture. Dehors. Ouais, voilà, des choses comme ça. Et l'exemple que j'aime bien, moi, c'est le pari sportif, que je trouve assez parlant. Par exemple, on pourrait, toi et moi, faire un pari sur le résultat d'un match de foot. On enverrait chacun un Bitcoin, par exemple, parce qu'on fait des paris un peu costauds. On envoie un Bitcoin chacun sur un smart PSG Marseille. Voilà, par exemple. T'as misé sur Marseille. Drôle d'idée. Bon, j'ai misé sur Marseille, en toute logique, je perds. Et en fait, le smart contract va venir lire l'information directement sur le smart contract. Le smart contract va venir lire l'information dans le monde réel et va nous dire à qui doivent revenir les 2 Bitcoins. Et donc, ils vont partir chez toi ou chez moi. Ok. Ça, c'est clair. Bon, t'aurais plutôt misé sur l'OL. C'était pas beaucoup mieux en ce moment, semble-t-il. Bon, on arrête. La question, c'est typiquement là, sur ça. Ouais. Là, je rentre trop dans le détail probablement, mais qui fait foi? C'est-à-dire, où est-ce que le résultat, faut dans le smart contract avoir un truc qui dit il y a le site de la Ligue 1 et ils vont émettre un flux RSS ou un truc comme ça qui va donner le résultat. Mais il faut que ce soit si technique que ça. C'est pas juste dans l'espace, il y a juste l'équipe qui a mis tiens, Lyon a gagné, quoi. Alors ça, c'est un vrai sujet et c'est l'une des colonnes vertébrales de l'univers de la crypto. C'est ce qu'on appelle des oracles. Donc désolé, c'est encore un nom barbare. Super. J'ai entendu parler d'oracles, mais je savais pas exactement ce que... Ok, très bien. Bon, en tout cas, désolé pour les auditeurs parce que je sais que c'est un univers dont la principale barrière à l'entrée, c'est quasiment le glossaire, je trouve. Ouais, mais c'est super clair là. Bon, l'oracle. Tu me dis si je vais trop loin. Donc l'oracle, ça va être... en effet, l'organisme officiel qui, sur le cas présent, va donner, dans certains cas, le cours du dollar, dans d'autres, le résultat du match de foot. Exactement. Et souvent, quand les protocoles un peu sérieux prennent plusieurs oracles, et en fait, ils savent exactement que l'information est bien maîtrisée parce qu'elle est diffusée par différentes personnes. Et l'objectif, c'est de convertir en fait une information du monde réel, par exemple un retard sur un vol aérien, directement en information numérique compatible avec l'écosystème crypto. Ok. T'en as fait des trucs comme ça, toi, ou t'en as créé des smart contracts? Alors, nous, en interne, on en a, et on a quelqu'un qui développe des smart contracts chez mon livret C, mais moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais fait parce que je ne suis pas ingénieur de formation pour le coup. Et c'est vrai que je trouve que pour aller dans l'écosystème de la DeFi, de la finance décentralisée, du stablecoin, etc., je pense qu'il faut quand même un certain niveau de compréhension du langage sous-jacent qui va être soit Rust, soit Solidity en fonction des écosystèmes. D'accord, ça ce sont des langages informatiques. Ok.
Si on ne sait pas coder, on peut quand même comprendre là, comme tu l'as fait, hein, mais la dynamique. Donc, qui peuvent être vraiment assez larges. J'essaie de réfléchir à des usages concrets. Tu en as des smart contracts intéressants, Ouais. des idées? Vas-y. Bah, en fait, quand j'ai pris l'exemple du vol aérien, Ouais. je me suis inspiré en fait d'un test que AXA avait lancé. Et l'idée de AXA, c'était de permettre en fait de rembourser immédiatement les gens en cas d'annulation de vol. Mmh. L'idée, c'est qu'en fait, je souscris à une assurance aujourd'hui auprès d'AXA qui me fait signer un contrat. Et en fait, une fois que mon contrat est signé, c'est AXA qui est responsable de l'exécution. Ce qui est un problème parce qu'en fait, ça amène énormément de biais parce qu'une fois que le contrat est, on va dire, rempli, l'exécution, enfin, en tout cas, les conditions sont déclenchées pour le contrat, l'exécution est gérée par une partie qui a un intérêt financier, on va dire. Mmh. Et donc, du coup, ça pose des problèmes. Donc, c'est pour ça que les processus de réclamation sont très longs. Même pour AXA, ça peut être assez frustrant parce qu'il y a des gens qui doivent gérer ça. Donc, c'est pas forcément hyper pratique non plus. Donc, en fait, ils avaient développé ce système qui permettait de se connecter directement aux données aériennes et le smart contract lui-même gérait l'exécution. Donc, en fait, c'était génial pour le client parce qu'on avait instantanément un modèle qui fonctionnait et on recevait tout de suite notre argent dès l'annulation du vol. Et eux, ça leur permettait d'économiser sur l'efficacité opérationnelle. Très clair. Alors, je reprends dans le cas de l'assurance, j'imagine, ou les paris, tout à l'heure, tu avais pris, mais l'assurance, c'est super intéressant, parce qu'en effet, donc tes oracles, en t'écoutant, je réfléchissais à un dégât des eaux, mais même plus simple, un accident automobile, finalement, Ouais. tu as AXA, GAN, peu importe ton assurance qui te couvre. Tu vas avoir... j'essaie d'en trouver une troisième, Matmut. Très bien. Bon. Et tu vas avoir ce contrat. En effet, de temps en temps, notamment sur les gros accidents, ça va être assez long. Et donc, tu vas avoir plusieurs oracles, comme tu l'as dit, dans les contrats sérieux. C'est-à-dire que potentiellement, parce que tu as une belle bagnole et qu'elle est très, très abîmée, ils veulent éviter les arnaques à l'assurance. Donc, il va falloir avoir plusieurs experts qui vont arriver, qui vont dire... les réparations, il y en a un qui va dire qu'il y en a pour 40, l'autre qui va dire qu'il y en a pour 60, l'autre qui va dire qu'il y en a pour 50 000 euros. Ils vont faire une moyenne de ça peut-être, ils vont dire ok, on se met d'accord sur 50, parce que les trois oracles, entre guillemets, auront dit ça, boum, et là automatiquement tu as ton argent et ça ne dépend plus, entre guillemets, du bon vouloir, il y a un contrat intelligent, du bon vouloir de ton assureur finalement, quoi. C'est ça, exactement. Ça devient automatisé et en fait ce qui est génial, c'est que pour la première fois de l'histoire quasiment de la finance, on est capable de coder le transfert d'actifs directement. Et donc ça amène énormément de champs des possibles. Il va toujours y avoir un décalage entre le monde réel et le monde numérique parce que tout n'est pas numérisé. J'ai pris l'exemple des vols aériens, c'est assez facile d'imaginer comment ça fonctionne. Ce sera beaucoup plus difficile dans le cas par exemple d'un accident de voiture. Oui. Bon, après il y a les dashcams et tout maintenant, ok, extra. Les stablecoins alors, ça s'achète direct comme un... Je suis pas obligé d'acheter un Ether ou un... donc il y a les USDT, USDC, USD... Alors là je suis sur USD, en euros c'est pareil, en yens, en tout ce que tu veux. Je peux acheter des... c'est quoi leur monnaie en Russie? Du rouble. Du rouble. Alors, le rouble, je pense que c'est pas simple sur des plateformes internationales. Peut-être même en Russie. Peut-être même en stablecoin, tu crois? Si, ça doit pouvoir se faire. Je dirais que le rouble, en vrai, je pense que non, parce qu'à mon avis, t'as pas le droit. Il y a des histoires de... Mais je te pose une colle. Tu me poses une colle, j'ai jamais essayé d'acheter de rouble, ça ne surprendra personne. mais oui, je pense qu'il y a sûrement une façon de le faire. En fait, ce qui est intéressant avec cet écosystème aussi crypto, c'est que c'est fondamentalement international. Okay. Et tu vois, tout à l'heure, tu me demandais l'intérêt du stablecoin, par exemple. Moi, dans ma vie, je suis parti, j'ai fait de l'associatif en Tanzanie, et envoyer de l'argent en Tanzanie, c'est extrêmement compliqué. C'est des frais qui sont énormes. C'est pas une opération hyper simple, et enfin, je veux dire, il faut trouver des partenaires qui soient d'accord, etc. La force du modèle des stablecoins, c'est qu'on peut faire des règlements, par exemple, internationaux. En Tanzanie demain, en Inde le surlendemain, on peut amener une solution de paiement internationale native. Et c'est quand même super intéressant. Mais alors, là-bas, ok, pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que si tu fais que de l'international, c'est-à-dire que tu veux envoyer de l'argent en Tanzanie qui est utilisé pour être envoyé dans d'autres pays, ça me semble assez simple. Est-ce que quand tu es en Tanzanie, le transformer depuis la Tanzanie dans le monde réel, ça doit pas être très simple quand même? Alors, c'est une bonne question. Moi, je pense que la force des cryptos, je le vois un petit peu comme le filaire dans le téléphone. Ah, je vois très bien ce que tu veux dire. Okay. Et en fait, je pense que le filaire n'a jamais vraiment vu le jour en Afrique. Et je pense qu'en fait, l'infrastructure bancaire, comme on la connaît, aussi développée, aussi robuste dans les pays développés comme l'Amérique du Nord ou l'Europe,
nous, on a connu ces infrastructures bancaires Mmh. et c'est pour ça qu'aussi on a du mal à voir l'intérêt des cryptos parce que, mine de rien, l'intérêt est moindre pour nous, si ce n'est la spéculation, la diversification. Alors que du dans ces portefeuille. pays-là, c'est déjà le cas ou pas? Ça existe Alors, ou c'est en cours? c'est plutôt des pays où il va y avoir quand même plus d'adoption. Nous, Mmh. en France, on est à peu près 12% des gens qui détiennent des cryptos. Dans des pays plutôt plus en voie de développement, on va plutôt être autour des 15-20%. Donc il y a Ok. quand même un écart assez Mais significatif. ça peut devenir une vraie monnaie de transaction courante quotidienne quasiment. En tout cas, je pense que l'infrastructure pourrait être utilisée et Ok. les stablecoins deviendront une des bases de cela, c'est sûr. Pour revenir sur les sous-jacents, Mm. dans ma mémoire, dans ma compréhension, il y avait des stablecoins qui étaient complètement, on va dire, organiques, c'est-à-dire si j'ai $1 en stablecoin, j'ai $1 dans un vrai compte en banque, et puis comme ça, bah, c'est safe. Donc à chaque fois que j'achète, voilà, je dis ça organique, mais c'est peut-être pas Ouais. le bon terme. Ouais, je Et comprends. il y avait des stablecoins qui étaient complètement Décentralisés. en fait, qui étaient faits sur des actions, des algorithmes très compliqués, qui font quand même que par le passé, il y a eu des stablecoins qui se sont un peu cassés la gueule parce que Ouais. en fait, Complètement. ce stablecoin n'était pas assez safe derrière. En fait, le truc a été mal calibré, mal calculé, et boum, quand tu as en fait finalement 2, 3, 5, 10% d'écart, tout d'un coup, c'est trop gros pour tout un marché, c'est ça? Ouais, c'est sûr, exactement. Bah, en fait, il y a plusieurs, comme tu dis, typologies de stablecoin. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle Synthétique, je cherchais. Organique, synthétique, mais c'est peut-être pas ça Exactement. le vrai terme. Bon, Dis-moi. ça me choque pas. Ok. En tout cas, il y a il y a plusieurs typologies de stablecoin. Il y a le stablecoin, je vais faire du moins risqué au plus risqué. Ouais. Le moins risqué, ça va être le stablecoin dit collatéralisé, C'est ça. centralisé. Donc par exemple, le plus connu, c'est Circle aujourd'hui, l'USDC. Circle, c'est une société qui émet des stablecoins. Donc moi, par exemple, si demain je veux transformer un euro en euro de Circle, sur un stablecoin euro, je vais prendre un euro, je vais l'envoyer à la société Circle et je vais demander à Circle de m'envoyer un EURC, qui est le stablecoin euro de Circle, sur la blockchain de mon choix. Ok. Une fois que j'ai reçu mes fonds, imaginons Ethereum, parce qu'on en a parlé, c'est plus facile. Imaginons que j'envoie mes fonds sur Ethereum. En fait, la valeur de mon stablecoin ne sera maintenue que par le marché, dans la croyance que je suis capable, en échange de mon EURC, de récupérer un véritable euro. C'est-à-dire qu'à tout moment, je suis censé pouvoir retourner voir Circle et leur demander 1 euro en échange de mon EURC. Ok. Avec Et- quand même des frais de transaction. Alors justement, il n'y a pas de frais de transaction là-dessus, ou alors minime en tout cas, parce que sinon ça aurait un impact sur le prix. Bah, évidemment. Tu vois, si ça coûtait C'est pour ça 1%, que- en ouais. fait ton stablecoin vaudrait tout le temps 99 Ouais. centimes. Puis ça te coûtait 1% Ouais. pour revenir dans le monde réel, ça te coûtait Exactement. 98 centimes. Donc, Exactement. ouais. Donc ce serait un peu dommage, tu vois. Mhm. Et donc en fait, la stratégie de ces sociétés comme Circle, c'est qu'ils vont placer l'argent ils vont garder peut-être 60% de liquidité et ils vont placer les 40 qui restent pour générer leur chiffre d'affaires sur des bons du trésor à court terme. Ok. Et donc ça va être du 3-6 mois globalement et le reste va être hébergé sur des banques. Donc ça c'est le modèle le plus safe, mais qui n'est lui-même pas si safe que ça, parce que demain, par exemple en début 2023, Circle avait placé 8% de leur réserve de cash chez Silicon Valley Bank, qui a fait faillite. Mhm. Et donc du coup on s'est retrouvé pendant un week-end, enfin pendant quelques jours, je sais plus exactement la durée, le stablecoin USDC, donc le stablecoin dollar de Circle, s'est retrouvé à 92 centimes temporairement. En attendant d'avoir la nouvelle que l'État allait renflouer les caisses de Silicon Valley Bank et rembourser les clients de. Donc en fait, de ils la doivent banque. maintenant avoir 100 banques différentes finalement, Ouais. quelque part, pour s'assurer de ne Mhm. pas avoir. Exactement. Et c'est Incroyable. toujours l'enjeu compliqué, c'est est-ce que tu préfères lisser ton risque ou être très dépendant de quelques acteurs. Et ça, pour le coup, c'est de la gestion des risques, c'est un sujet compliqué. Donc ça, ce sont des stablecoins qui sont normalement plus safe, très Ouais. stables, quoi. Ouais. Ok. C'est ça. Moi, c'est ceux qui m'amènent le plus de confiance et je pense que globalement, cet avis il est partagé par la communauté crypto. Ok. Ensuite, tu as la deuxième catégorie de stablecoin qui, moi, me rassure encore plus, mais ça, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit partagé par tout le monde. C'est les stablecoins dits décentralisés. C'est-à-dire qu'en fait, on va adosser ce stablecoin à des actifs crypto. Donc souvent, par exemple, le plus connu, c'est le DAI, D-A-I. Et le DAI va être émis par une société qui s'appelle Maker et qui va bloquer en échange, qui va accepter d'émettre un stablecoin en échange de Bitcoin, d'Ether, d'USDC par exemple. Et en fait, ce qui va être hyper intéressant, c'est que j'ai la preuve directement sur la blockchain, puisque la blockchain n'est qu'une espèce de grand registre ouvert, que les fonds sont bien là, collatéralisés ici. Donc, j'ai pas besoin de passer par une société d'audit. Je peux aller voir
en temps réel le fait que il y a bien un collatéral en face de stablecoin. C'est-à-dire que par exemple, même si dans la banque il n'y a plus vraiment de coffre et parce que ça pourrait aller jusque-là avec des pièces d'euros comme chez Picsou. Ça a été le cas pendant longtemps. Quand tu parles de ton USDC tout à l'heure, tu dois quand même, une fois de temps en temps, aller avoir quelqu'un qui va aller vérifier les comptes de comment s'appelle cette boîte Circle chez SVB par exemple et dire oui il y a bien les 800 millions de dollars qui ont été machin. C'est pas automatique et instantané et voilà, dès qu'il y a un mouvement toi tu le vois pas. Si jamais comme chez comment il s'appelle ce mec qui a fait l'énorme arnaque chez Sam Bankman-Fried, c'est FTX. Ça, FTX qui commençait à se servir sur plein de trucs dans les comptes réels pour s'acheter un yacht pour faire des conneries. Et en fait, s'il l'avait fait dans le monde de la crypto, ça se serait vu immédiatement, instantanément. Là, il le faisait sur des comptes où une fois que tu es allé faire les audits, tu dis il manque l'argent pour le yacht là. Il est où ce yacht? Il vaut combien? Ok. C'est exactement ça, et c'est vrai que la force du décentralisé, c'est que c'est extrêmement transparent par nature. Et partout où on remet de la centralisation, on amène beaucoup d'efficacité opérationnelle souvent, mais par contre, on perd énormément en sécurité parce qu'on devient dépendant d'un acteur comme un auditeur ou directement la société émettrice. Un humain. Voilà, un humain. Dans qui c'est compliqué d'avoir confiance, c'est sûr. Et le dernier stablecoin, c'est à part si tu veux. Non, vas-y. Et le dernier stablecoin, c'est le stablecoin algorithmique et qui est le stablecoin qui va être le plus dangereux et qui est celui qui a amené une ombre assez violente sur l'écosystème crypto de manière générale. Et en fait, le stablecoin algorithmique va être maintenu que par des mécanismes arithmétiques. C'est-à-dire que si mon stablecoin vaut $1, souvent il va être adossé à quelque chose d'autre, mais l'idée c'est que s'il descend à 99 centimes, je vais avoir un mécanisme pour venir acheter du stablecoin et le faire remonter à $1. Et s'il est un peu trop haut, j'ai un mécanisme qui va venir le vendre pour essayer de maintenir constamment cette parité euro-dollar, cette parité dollar. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus risqué parce que c'est un peu comme, pour le coup, là, je vais être un peu, un peu provocateur, mais c'est un peu plus le fonctionnement du modèle des banques traditionnelles. C'est que si tout le monde vient au distributeur retirer son argent, en fait, il n'y aura plus assez d'argent dans les banques puisque l'argent n'est plus vraiment là. Donc c'est un peu les réserves fractionnaires d'une certaine façon. J'exagère un peu, je tire forcément. Donc j'ai compris que si j'avais des cryptos, je pouvais en prêter. Alors je peux t'en prêter à toi, tu fais pour avoir du stablecoin pour acheter d'autres choses et plutôt dans l'univers crypto. C'est ce que tu m'as expliqué au début. Alors ça, c'est pas forcément un service qu'on a développé, mais fondamentalement, si demain ça intéresse des auditeurs, on peut tout à fait le développer, ce serait pas très compliqué. Mais en fait, nous, notre vrai service, c'est plutôt de générer du rendement sur ces stablecoins. Donc en fait, on a expliqué tout à l'heure le mécanisme du prêt lombard et on a expliqué le mécanisme du market making. Et en fait, nous, on va fournir à nos clients notre expertise qui va leur permettre de générer du rendement là-dessus. Et en fait, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que on a grâce aux stablecoins euro et dollars, on va générer du rendement régulièrement pour nos clients. Et historiquement, on a fait entre 8 et 20% l'année dernière net de frais de gestion. Donc c'est quand même super intéressant. Et avec une liquidité à 5 jours. Donc en fait, nos produits deviennent hyper intéressants pour différentes typologies de personnes. Souvent, on travaille quand même pas mal avec des personnes morales qui veulent faire du placement de trésorerie. On travaille beaucoup avec des personnes qui veulent faire du private equity et qui ne savent pas quand est-ce que seront les appels de fonds. Et donc du coup ils ont besoin de garder une liquidité on va dire un peu plus intéressante que celle du compte à terme. Parce que dans les fonds de private equity, comme beaucoup de fonds en fait, si tu dis que tu investis 100 000 euros, on a déjà parlé ici, et en fait souvent sur 5 années, je schématise mais c'est souvent à peu près ça, 5 fois 20 000 euros qui sont appelés tous les ans. Donc en fait tu as tes 100 000 euros au début, tu te dis c'est dommage, là ils attendent mes prochains appels de fonds, donc les 80 000 euros que tu n'as pas investi encore, tu vas les mettre chez toi par exemple. C'est ça, exactement. Et après on a d'autres clients qui pour le coup vont plus être dans une logique de simplement ils veulent profiter de l'écosystème de la crypto sans forcément s'exposer à la volatilité on va dire inhérente du marché et qui se disent juste voilà, moi aller chercher 10-15% de rendement par an c'est déjà génial, donc je me cantonne à ça et je le mets sur une petite partie de mon patrimoine. Ok, donc ça je peux faire ça, j'ai 200 000 euros sur ma boîte, je les place chez toi.
Ma banque, elle va trouver ça chelou, j'envoie ça chez toi, non? Ils vont me poser Ouais. plein de questions et tout, non? Ouais, la banque peut essayer d'envoyer des warnings, etc. Et l'expert comptable va être un peu plus, un peu plus dans le doute aussi. Mais en fait, quand on a une volonté d'exposition à long terme, on arrive en fait à avoir une comptabilité qui est assez facile à gérer. Donc quand ça passe par un prestataire externe, c'est beaucoup plus facile que si on le fait soi-même, parce qu'il y a beaucoup moins de... nous, on va faire tous les calculs de plus-value, etc. Donc ça facilite pas mal la vie du comptable. Tu gagnes combien là-dessus, toi? Nous, on prend 3%. 3% Ouais. de ce que je gagne? Non, 3% de la totalité du portefeuille. Donc je passe de 100 000 euros, tu vas m'en prendre 6 000. Alors, oui, sauf que je t'aurais fait gagner de l'argent entre-temps. Donc l'idée, c'est Mais qu'à si la j'en fin... gagne pas? Alors nous, on en a toujours gagné. Comme je disais, on a fait entre 8 et 20% net de frais de gestion. Donc là, c'est minus les 3% Par déjà an, qu'on a pris. Par an, ouais. Par an. Mais en lycée, est-ce qu'il y a des périodes sur 2 mois, tu as perdu de l'argent? Sur des périodes courtes, ouais, notamment parce que historiquement, notre portefeuille phare, c'était un portefeuille composé d'euros et de dollars, qui est celui sur lequel on génère globalement le plus de rendement, parce que c'est là où on a le plus d'opportunités de rendement. Et sur ces portefeuilles-là, il y a il y a le sujet de la parité euro-dollar. Ouais. Et du coup, dès qu'il y a des variations, on peut perdre temporairement de l'argent, puisque par exemple, nous, on est beaucoup en dollars. Si l'euro prend de la valeur par rapport au dollar, on est perdant pendant un temps. Mais on l'a toujours compensé, on va dire, à 3-6 mois. Et là, on sort un nouveau produit en euros, complètement en euros. Et l'idée, c'est pour le coup d'aller générer du rendement et d'essayer d'être capable de générer du rendement, même sur un mois ou des choses comme ça. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et moi, j'aimerais quand même comprendre, sur un scénario compliqué, catastrophe, qu'est-ce que tu pourrais voir qui ferait que ça pourrait ne pas marcher? Le sujet des risques en stablecoin, il est ultra complexe. On est assez indépendant en fait de ces risques-là et on a du mal à avoir un contrôle dessus. Le premier risque, ça va être le risque de contrepartie. Par exemple, la perte de valeur du stablecoin. J'ai parlé tout à l'heure de l'USDC. Il a perdu 8 centimes quand il est passé de 1 dollar à 92 centimes début 2023. Avec la SVB. Avec la SVB, la Silicon Valley Bank. Et quand la Silicon Valley Bank a fait faillite, le stablecoin a perdu de la valeur et ça a eu un impact sur notre portefeuille. Nous, on l'a vu plutôt comme une opportunité de rachat et au final, on a généré du rendement aussi sur le fait que le stablecoin est repassé de 92 centimes à 1 dollar. Donc au final, on a eu un peu de flair là-dessus et on a eu un peu de chance, je sais pas. En tout cas, on l'a fait. Mais ça reste un risque qui peut être quand même globalement assez ponctuel. Vu qu'on travaille qu'avec des stablecoins qui sont ultra safe, on a un peu moins de risque de contrepartie. Mais en tout cas, si quelqu'un le fait lui-même, il faut se méfier parce que les stablecoins qui vont proposer le plus de rendement, c'est toujours des stablecoins qui ont une part de risque intégrée. Le deuxième élément, ça va être le smart contract. On parlait tout à l'heure du contrat sur lequel on envoie notre argent, le Winamax un petit peu automatisé. En fait, ce smart contract, c'est des lignes de code. Et le problème des lignes de code, c'est qu'elles peuvent tout à fait être faillibles. Et du jour au lendemain, on peut se retrouver avec un contrat qui a des failles, qui est exploité par quelqu'un. Et là, on a perdu la totalité de sa somme. Donc il y a un sujet de diversification aussi de ce côté-là. La vérité, dans les faits, c'est assez rare que les fonds disparaissent complètement parce que comme la blockchain est un grand livre ouvert, dès qu'on vole des sommes importantes, on se retrouve toujours un petit peu avec la police aux fesses et tout le monde qui essaie de comprendre où est l'argent, etc. et qui vous suit. Donc la majorité du temps, les gens qui exploitent ces protocoles vont rendre l'argent, mais ça peut prendre du temps et donc pareil, c'est des risques de liquidité et c'est de l'incertitude parce qu'on ne sait pas si on va un jour revoir notre argent ou non. Voilà. Et donc ça, c'est pour moi les deux risques principaux qui sont pas simples à comprendre. J'espère que je les ai bien expliqués. Et voilà. Tes 3%, toi, tu les prends à l'entrée, à la sortie, les deux, par an Alors, on a des droits d'entrée qui vont dépendre du montant. Donc là, pour le coup, on va dire... nous, on travaille beaucoup aussi avec des conseillers en investissement financier. Donc si demain, vous avez un conseiller, n'hésitez pas à lui parler de nous. Et en fait, on va prendre des droits d'entrée directement en fonction du montant. Ensuite, on aura les frais de gestion, pour le coup, qui sont fixes pour tout le monde, qui sont de 3%. Et là, on va les prélever trimestriellement, mais ça représentera 3% à la fin de l'année. 3% par an. Ouais. Donc si je mets 200, ce sera 6 000 par an. C'est ça, exactement. En imaginant qu'on fait zéro, entre guillemets, et qu'on passe notre temps à juste récupérer notre performance. Très clair. Ce qui est quand même pas le but. Ça grossit, il y a une adoption de masse là-dessus. C'est qui? C'est vraiment un truc de geek, il faut quand même être un peu nerd. Tu me dis que tu as des conseillers en gestion de patrimoine qui bossent avec toi. Même eux, ils comprennent. Je dis même eux, il y en a qui sont très bien câblés, évidemment, mais il y en a aussi qui sont plus old school, quoi. Ouais. Déjà, le simple fait qu'on travaille aujourd'hui avec des gestionnaires de patrimoine, c'est quelque chose qui n'était pas envisageable au moment où moi j'ai commencé les cryptos. C'était quand? En 2016. Okay. Et
Et en 2016, je me souviens, c'était vraiment un truc de geek pour le coup. Et au fur et à mesure, j'ai vu quand même le marché se développer. On a eu des institutionnels américains qui ont commencé à investir dedans. Aujourd'hui, on voit le marché français qui, globalement, est quand même très prudent. On a un petit peu on a cet héritage culturel-là. On est très prudent sur notre argent. Mais en France, j'ai vu quand même le marché évoluer. Et aujourd'hui, on a quand même 12% des gens qui détiennent de la crypto. C'est 2 fois plus que les gens qui détiennent des actions en direct. Donc c'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Et donc le marché se développe, c'est sûr. Moi, je pensais qu'il se développerait beaucoup plus vite. Et tous les ans, on a toujours le discours de ça y est, c'est l'année, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que ça prend quand même du temps. Et en fait, la force des stablecoins, c'est que ça va être un merveilleux véhicule pour permettre aux institutionnels de s'intéresser au sujet de la crypto, parce qu'il amène à travers aussi les performances de la blockchain, une efficacité opérationnelle, une transparence, une réduction des frais pour tout le monde. Et j'ai compris un truc tout à l'heure. Je reviens toujours sur ce truc, mais j'ai mon Bitcoin ou mon Ether. Je te le prête, tu mets donc mes 70% en face en USDC, par exemple. Oui. Si j'achète de l'USDC Oui. sur Binance, oui. Je peux, hein, comme Oui. ça que tu me l'as dit. Donc chez Circle, par exemple, j'achète des USDC. Chez 10 000 euros d'USDC. Ouais. Là, à partir de là, si je veux pas passer chez toi, j'en fais quoi? Je peux en faire quoi? Alors, l'idée, c'est que soit tu les confies à la société chez qui tu l'as acheté. Par exemple, Binance propose des rendements sur l'USDT, l'USDC, etc. Moi, je vous recommande plutôt l'USDC parce que pour le coup, l'USDC rentre dans la régulation MiCA, qui est la régulation européenne sur le sujet des cryptos. Ok. Mais donc, imaginons qu'on parle d'USDC, on achète des USDC, on peut les confier à Binance, qui va générer du rendement. On peut les confier à Mon Livret C, on peut les confier à Nexo, on peut les confier à plein de C'est du rendement, c'est risqué quand même aussi? Ouais, il y a toujours une part de risque de toute façon. Déjà, tu peux perdre sur la parité si c'est de Oui. l'USD. Donc, si jamais le dollar s'écroule, ben, tu vas perdre. Mais, oui, ok. déjà. Ok. Donc ça, c'est le premier sujet. Mais bon, ça, c'est la délégation. Donc il y a plein de solutions de délégation, mais bon, c'est pas trop la question. La question, c'est plutôt qu'est-ce que j'en fais si moi j'en ai. Et en fait, on va pouvoir faire exactement la même chose que ce qu'on fait nous chez Mon Livret C pour le compte de nos clients, c'est-à-dire faire du market making, faire du placement, faire de l'arbitrage. C'est une autre stratégie que j'ai pas mentionnée, mais exploiter les décalages de prix entre les marchés pour générer du rendement. Et donc en fait, on peut faire ces stratégies aussi nous-mêmes. Et c'est la force aussi de la crypto, c'est que c'est non discriminant, c'est international, tout le monde peut essayer un petit peu au jeu, etc. Mais ça comporte des risques qui sont quand même assez importants. J'ai parlé des 2 risques, donc la perte de valeur d'un stablecoin. Ça, pour le coup, ça se comprend, je pense, assez facilement, parce qu'on peut lire des audits, etc. Mais par contre, le risque sur les smart contracts, il est ultra complexe. Et quand moi j'ai commencé la finance décentralisée, qui est cet écosystème de smart contracts, quand j'ai commencé la finance décentralisée, c'était beaucoup plus simple, parce que 1, il n'y en avait pas autant, 2, les technologies n'étaient pas aussi compliquées, et 3, les usages étaient aussi beaucoup plus restreints. Et je pourrais ajouter un 4, c'est qu'il n'y avait pas encore de marque. Ce que je Non. veux dire, c'est que tu parles de Circle, là, tu dis, bon, ok, Circle, j'ai compris, entre guillemets, confiance. Ouais, c'est clair. Je veux dire, c'est pas forcément... Alors déjà, il y a eu beaucoup de gens malhonnêtes sur les cryptos, soyons clairs, hein, dans tous les sens, dans la création de crypto, voilà. Mais il n'y a pas que des gens malhonnêtes, il y a aussi les gens incompétents ou les erreurs, quoi. Je veux dire, un smart contract, tu l'as dit, c'est du code. Il peut être mal fait, quoi, j'imagine. Et donc, mal fait, il y a un truc... un paramètre qui n'a pas été réfléchi, et puis tout d'un coup, boum, il fait 6 degrés, et puis il pleut, et puis tout est vendu, quoi. T'as pas compris, quoi. C'est ça, et non, mais c'est un peu ça, hein, l'idée, j'imagine. Donc à un moment, tu as confiance en certains smart contrats. Donc tu dois avoir confiance, j'imagine, sur certaines marques, sur des contrats, sur des tas de choses, parce que c'est un peu ça. Complètement. Bah, nous, quand on travaille chez Mon Livret C, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder les segments de code qu'on veut utiliser. Donc tel et tel smart contract, parce qu'en fait, les smart contracts aussi interagissent les uns avec les autres pour créer un écosystème, on va dire, d'assurance, par exemple. Et en fait, on va regarder les lignes de code qui nous intéressent, et on va se dire, ok, nous, on va interagir avec celles-là. Est-ce qu'elles sont sur le marché depuis suffisamment longtemps? Est-ce qu'on a confiance en elles, etc., etc. Mais pour le coup, ça demande des compétences qui sont pour moi inatteignables. Mais si les auditeurs et les auditrices veulent s'intéresser à ce sujet-là, eh bien, je pense que l'un des bons réflexes, c'est d'aller sur des marques très connues. Par exemple, dans le prêt, il y a AV, dans le market making, il y a Uniswap. Donc, on aura moins de rendement, mais par contre, on aura un peu plus de garantie sur la techno. Tu me donneras les liens si on peut. Et après, c'est aussi, je voulais rajouter, c'est qu'il y a des sociétés d'audit qui vont permettre d'analyser le code et d'expliquer au monde entier voilà, ce qu'on a trouvé dans le code, etc. Sauf que là, il y a beaucoup de pièges aussi. Il faut être vigilant sur le scope, donc la cible de l'audit, qui ne concerne pas toujours l'ensemble du protocole. Ils jouent un peu avec ça parfois.
Ouais, là, on va assez dans la granularité. Si je remonte un peu et que je suis un newbie, j'achète comment on appelle l'équivalent de l'USDC en euros? EURC. EURC. Mm. Donc j'achète de l'EURC. Mm. Donc j'ai des sortes d'euros synthétiques, en tout cas d'euros dans la crypto. Ok. Oui, exactement. J'ai mes EURC. Qu'est-ce que tu me recommanderais si je passe pas par mon livret C de tester si je mets 100 balles juste pour comme ça tester? Pour tester, alors j'irai pas du coup sur Ethereum, j'irai sur une autre blockchain parce qu'Ethereum coûte trop cher. Ouais. Par exemple, on peut aller sur la blockchain de Coinbase qui s'appelle Base. Ok. Et donc on retire les fonds sur Base en USDC et on va les placer sur un protocole de prêt, par exemple comme Aave. Et en fait, on va essayer de placer l'argent en collatéral et on va se rendre compte qu'en fait, on va générer de l'argent parce qu'on a prêté de l'argent. Et ensuite, on va se dire, bah tiens, c'est marrant, je peux aussi emprunter de l'argent en face. Et donc, il y a des gens, donc la première expérience qu'on peut avoir, on va dire, dans cet univers, moi, ça me paraît être de prêter des stablecoins et ensuite de commencer à emprunter des stablecoins aussi pour essayer de faire des loops, on va dire, et essayer de générer un petit peu plus de rendement. Mais voilà. Ça pourrait être le premier expérience. Tu prêtes plus cher à des rendements différents. Ouais, c'est ça, exactement. C'est fou ça. Exactement. Écoute, très clair. On a Karine Dany qui est rentrée dans le studio. Elle pensait que c'était elle, mais elle a 5 minutes d'avance. Avec un grand sourire, donc on la pardonne. On la pardonne. Passion Patrimoine, son podcast. C'est plus pour les CGP. Si vous êtes CGP, allez sur Passion Patrimoine, vous allez kiffer. Ok, j'ai appris plein de choses. Si on vient de la part de la martingale sur mon livret C, oui. Qu'est-ce qu'on a? Bon, l'idée, c'est d'essayer de réduire un petit peu les droits d'entrée, mais comme je disais, ça va dépendre des montants. Donc, pour le coup, on verra. Mais dites-le moi si vous venez de la part de la martingale. Un, ça me fera très plaisir. Ouais. Et deux, on fera un effort aussi sur les conditions commerciales. Très bien. Ça se fait plutôt par une prise de rendez-vous. Hein. Il n'y a rien qui se fait. Donc, il y a des montants minimums? Il y a des montants minimums, ouais, c'est 10 000 euros. Okay. Aujourd'hui, on travaille, ou alors 5 000 euros avec du récurrent. Mais globalement, nous, sur les portefeuilles, on va dire vraiment stablecoin, on va plutôt être sur 200 000 euros de portefeuille moyen, plutôt sur 80 000 euros sur les portefeuilles d'investissement plus spéculatifs sur Bitcoin, Ether et compagnie. Donc là, pour le coup, c'est un petit peu le modèle sur lequel on travaille. Je vois, donc mon livret C est une société enregistrée comme PSAN, auprès de l'AMF, hein, c'est ça, oui. Donc prestataire de services sur actifs numériques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es plus fiable que d'autres ou que tu as été audité? Comment ça se passe? Ça veut dire que nos process ont été contrôlés et sont contrôlés régulièrement par l'autorité des marchés financiers. Et au-delà de ça, ça montre une intention de la part de la société qui est de se réguler. Moi, je recommande à n'importe qui veut déléguer son argent de passer quand même par un prestataire de services sur actifs numériques. Il y en a plein en France maintenant, il doit y en avoir une petite centaine. Et je pense que ça évite énormément d'arnaques. Pas plus tard que l'autre jour, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé en me disant voilà, j'ai reçu un SMS, on m'a dit qu'il n'y avait que 7 jours, il fallait générer de l'argent sur le livret crypto.com. Dès qu'il y a du FOMO, tout ça, alors ça... Par chance, on avait un meilleur SEO que cette arnaque-là, et du coup, la personne est tombée sur nous, mais fondamentalement, c'est... comment dire, c'est... En fait, il faut se méfier aussi de l'argent facile. Pardon, je reviens un peu. Tu disais tout à l'heure, dans les cryptos, il y a beaucoup d'arnaques. En fait, c'est partout, il y a le mythe de l'argent facile et de l'argent rapide. Il y a des arnaques parce qu'il y a des gens un peu plus crédules. Il n'y a pas d'argent facile. Ouais. Et Warren There's Buffett, no free lunch. Exactement. Ouais. Et Warren Buffett disait c'est une machine à transférer l'argent des impatients vers les patients, les marchés financiers. Et la crypto, c'est la version dopée de ce modèle-là, c'est sûr. Mathieu Charret à Mathieu Inté Charret 2R. Je me suis rattrapé sur mon T'as une martingale à toi, un autre péché mignon d'investissement. Alors pour la petite anecdote, quand t'es arrivé là tout à l'heure, t'es arrivé un peu en avance. Moi j'étais en train de gérer dans les différents trucs d'IMO que j'ai et j'avais plein de petites couilles ce matin. Et tu me dis alors moi je suis pas d'IMO, je suis plutôt là-dessus. Mais je disais l'IMO, ce qui est pas mal, c'est que t'as quand même du gros effet de levier. Tu peux emprunter littéralement en millions. C'est possible, enfin, quand tu avances un peu dans la vie, ça peut aller assez vite. Ouais. C'est clair, ça peut aller assez vite. Tu fais quoi, toi, d'autre, en dehors des cryptos ou en dehors de... Moi, pour le coup, je suis très SCPI. Il y a les SCPI aussi en usufruit. On en parlait d'ailleurs. J'ai écouté un podcast l'autre jour où t'en parlais avec je sais plus qui de France SCPI. Ouais. Donc, moi, j'essaie de diversifier quand même pas mal mon portefeuille. Et ça va que mes gains en crypto, parce qu'ils sont quand même l'actif qui me rapporte le plus d'argent, finissent par être transférés sur d'autres actifs comme des ETF, des SCPI. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette vision de l'argent doit travailler pour moi et pas l'inverse. Et vu que je suis entrepreneur, j'ai envie de consacrer un maximum de temps à ce qui me rapporte le plus d'argent et ce qui en plus me passionne. Donc ça va plutôt être mon livret C. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet de diversification. Mais dans la crypto, il faut éviter, je pense, d'aller chercher la martingale parce que c'est là où les gens se prennent les doigts dans la prise, quoi.
SCPI, t'en as plusieurs ou t'en as... Alors j'en ai plusieurs. Tu as parlé d'Hirokozen, Ouais. ça m'a fait rire l'autre jour parce que c'est celle où j'ai le plus mes actifs et les autres c'est plus des tests, des trucs que je surveille. Ok, très bien. Extra, eh ben écoute, on embrasse aussi nos amis d'Hiroko, Gauthier, etc. Puis il y en a plein d'autres chez les plus traditionnels, Amundi avec qui on a bossé, EMP, etc. Ok. Et puis dans les nouveaux, il y a plein d'acteurs. La SCPI, c'est un univers sur lequel je creuse un peu depuis quelques années, qui au début, je trouvais ça un peu saoulant, pompeux, etc. En fait, il y a quand même un côt passif qui est intéressant. Ouais. Et on peut emprunter pour aller dans des SCPI. Oui. J'ai fait aussi Un épisode là-dessus. Alors, il faudrait pouvoir passer de la SCPI dans des smart contracts, peut-être. Ah bah ça, c'est l'étape d'après. J'ai compris ce qu'était un oracle aujourd'hui grâce à toi. Merci Avec Mathieu Charret. Mon livre essai. Merci à vous tous. Vous pouvez... je sais pas encore si on a réactivé, mais ça va bouger très vite sur la martingale. Notre Discord. En tout cas, allez dessus. Il y a beaucoup de gens qui s'activent sur le Discord. Et puis si on met un lien vers la page de cet épisode, tu pourras aussi y aller, Mathieu. J'imagine que tu es assez familier de Discord aussi, dans l'univers des cryptos. Merci à vous tous. Et puis, à la semaine prochaine sur la martingale. Merci beaucoup. Bisous.